Freud dit « Il existe 3 métiers impossibles, guérir, enseigner et gouverner. » Comme si nos médecins, nos enseignants et nos politiques étaient condamnés non à échouer, mais à être dans une quête en perpétuel état d'inachèvement. Mais il existe des mondes plus ou moins formés, des tâches plus ou moins construites. Il en est une qui mériterait d'être davantage explorée, le handicap et le monde du travail. Les droits de l'homme ne disent-ils pas « Le travail est un droit et non un devoir ». Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la web radio du Troisième Œil. Je suis Imen Beraja et je fais partie de l'équipe radio avec Ashraf, Redouane, Fouzia, Ludovic, Khalid, Arnaud, nos accompagnateurs et ingénieurs du son, ainsi que Sébastien Marondon. Sébastien qui est professeur de français à l'Institut de Sainte-Marie et qui nous encadre depuis 3 ans. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Didier Gauzoin, ministre bruxellois de la Formation et de l'Emploi. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Si vous le permettez, les membres de notre SBL vont vous poser quelques questions. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Fatima Lamtouni. Je suis ici dans cette SBL cette année. Et je suis ici le cours de français et l'informatique et le braille. Avant, j'ai essayé d'aller à l'Braille et ils m'ont pas accepté. Et j'ai été aussi au collectif Alpha et ils m'ont pas accepté aussi à cause de problèmes des yeux. Et maintenant, j'ai un problème avec l'ONEM et ils me demandent toujours de chercher du travail. Avec le problème que j'ai, c'est pas facile. Et qu'est-ce que je dois faire? Et merci beaucoup. La question, vous n'avez pas été reconnu MPP? Pardon? MPP ou handicap? Parce que normalement... Elle est reconnue récemment au niveau du SPF Sécurité Sociale, et donc tout est coordonné au niveau de l'ONEM, etc. Parce qu'alors elle n'est plus soumise à la disponibilité active de devoir chercher... Elle toujours. Mais, on la à force. l'ONEM peut-être, mais Actiris, parce qu'à l'avenir maintenant, donc, ce sont les régions qui auront le contrôle. Hein, on a une conseillère emploi, en plus avec nous. Je suis attentive à ce que vous dites. Donne cette compétence aux régions, et donc c'est les régions qui contrôleront la disponibilité active. Et donc, à mon sens, cette situation-là ne doit pas pouvoir se produire. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas un emploi. S'il y a une possibilité de trouver un emploi pour une personne qui est handicapée, il faut bien entendu, mais on sait que c'est évidemment plus difficile. Elle est reconnue à 66%, mais elle est tout le temps soumise à chercher un emploi et à suivre une formation. Et c'est l'ONEM qui... Oui, c'est l'ONEM et Actiris. Et pour le moment, je cherche, mais c'est ma fille qui m'aide pour chercher. Je suis obligée. Parce que j'ai été à l'ONEM le mois de mars pour signer le contrat. Et je lui dis qu'il... À l'ONEM, vous allez signer le contrat? Oui. Parce qu'ils m'ont appelé. Et j'ai été... parce que j'avais pas de preuves, j'avais rien. Et j'ai signé le contrat avec eux. Et alors, ils m'ont dit qu'il faut chercher de travail. Et j'ai montré le papier comme quoi j'arrive pas avec mes yeux. Et il m'a dit... pour le moment que vous n'avez pas de papier, vous n'êtes pas reconnu comme handicapé, oui. Tu cherches toujours. Mais quand j'ai été chez le médecin, et il m'a donné le papier comme quoi je suis handicapée. Et ça n'a pas été valable? Ça n'a pas été reconnu comme... Apparemment, elle est toujours soumise à faire une formation de 20 heures et de rechercher un emploi. Mais bon, voilà, c'est parce que ici, c'est vrai que c'est un exemple peut-être un peu particulier, mais on avait vraiment envie de l'évoquer ici à la web radio. Donc... Et puis les autres personnes qui vont poser des questions, ce sont des questions qui regroupent pas mal de problématiques ici au sein de l'association et d'ailleurs, et on a regroupé ça. Donc en principe, si la personne est reconnue comme handicapée... elle est reconnue, donc à 66%.
Je sais, évidemment, je ne maîtrise pas les décisions internes d'Actiris, comment elles sont prises, mais s'il y a quoi que ce soit à un moment donné, mon cabinet se tient à la disposition pour interroger officiellement Actiris. Mais à mon sens, il n'y a aucun risque qui peut advenir vous toucher des allocations. Oui, De chômage. Hein. oui, Ouais. du chômage. Parce que je cherche. Il n'y a pas de danger en ce qui vous concerne de perte des allocations. Ceci étant, s'il y a une formation, comme que vous faites aujourd'hui une formation ici, en principe, ça doit pouvoir être reconnu. Mais ça, c'est toute la question de la reconnaissance des formations que vous prodiguez. Merci. 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 On va continuer par Ludovic. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, moi, j'étais ici à l'ASBEL depuis longtemps ici à l'ASBEL. Je suis les cours d'informatique et je suis aussi à la web radio avec les autres membres. Et, en fait, moi j'ai travaillé dans les OTIA protégés donc depuis longtemps. J'ai fait des formations, j'ai fait des stages. Et avec mon handicap, ça n'a pas été... Parce que, les personnes, ils n'ont pas voulu adapter le travail dans les OTIA. Donc, ouais. Et que, voilà, moi, je voulais aussi travailler comme tout le monde, être engagé, être dans le monde de l'emploi, et qu'ils n'ont pas voulu. Donc, je ne sais pas quelle solution vous pouvez me donner comme solution. Ouais, je vais être honnête, je n'ai pas des solutions comme ça toutes faites. D'abord, c'est sûr qu'il y a un problème grave de chômage à Bruxelles. 25% des jeunes sont au chômage. On a presque 18% pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Donc, il y en a plus de 101 000 qui sont en demande d'emploi. Et donc, je vais dire, c'est déjà la croix et la galère d'essayer de mobiliser les entreprises, engager davantage de Bruxellois. Et donc, c'est sûr que par rapport à cela, la personne handicapée est doublement handicapée. Parce que le problème, on appelle ça travail adapté, mais on n'engage pas plus de personnes handicapées. Surtout, c'est plus de problèmes visuels, les personnes qui ont plus de problèmes visuels. Je pense que la solution viendra de ce que... plus d'entreprises, d'administrations publiques passent aussi des contrats avec des ateliers de travail adapté parce que ces ateliers répondent aussi à une certaine logique économique. S'il n'y a pas de boulot, ils ne savent pas créer du boulot. Donc il faut qu'il y ait au sortir une demande. Et là, ça va passer par... des modifications dans les cahiers de charges, essayer d'imposer que, en tout cas les pouvoirs publics, passent davantage de contrats avec des ateliers de travail adaptés. Mais actuellement, il n'y a pas une solution toute faite. Donc, si j'avais une solution pour vous, j'aurais une solution pour les 101 000 qui sont demandeurs aussi d'emploi au global, quoi. Donc, parce que moi, j'avais visité, j'étais au Canada, j'étais allé voir comment ça se passait le travail là-bas au Canada. Et sauf que eux, ici nous en Belgique, on appelle ça travail adapté, mais sauf que ils ont dans le travail ordinaire, ils ont adapté en fonction des. Ils ont adapté les postes de travail. Ouais. En fonction des personnes. Prenez l'exemple évidemment d'un pays qui est à la pointe pour l'intégration de l'handicap. Nous, on est encore un peu dans une société où il y a d'une part le monde de l'handicap, et on le voit par exemple dans l'enseignement, où dès qu'un enfant a des difficultés ou un handicap, on l'envoie dans l'enseignement spécial, plutôt que de l'intégrer dans l'enseignement normal, je veux dire, de tous. Et donc là, il y a une démarche... on en est encore loin. Il y a vraiment un changement de mentalité considérable. Merci beaucoup. Alors ensuite, Dominique. Bonjour, monsieur le ministre. Je m'appelle Dominique Lao. J'ai fait à l'école une option travaux de bureau et standardiste. Je n'ai pas trouvé
d'emploi dans ce domaine-là, mais j'ai aussi eu le même problème que Ludovic. Moi, c'était à la Ligue Braille. J'étais dans un atelier protégé, enfin un atelier pour protéger. Et alors, on m'a gardé là 3-4 ans. Et après, on m'a mis dehors parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Et bon, j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait d'autres choses aussi. Et on ne me gardait pas parce que bon, on m'avait trop appris. Il n'y avait plus rien à m'apprendre ou quoi, parce que j'avais été handicapée visuelle. Et maintenant, et je suis à la SBL depuis 3-4 ans. J'aimerais retrouver un emploi dans les liens de ma formation. Que me conseillez-vous? Mais je dirais que la même chose que pour tous, il faut s'accrocher. Ça n'est pas évident. Je ne vais pas faire ici de c'est pas évident. Vraiment rond, quoi. Je veux dire, oui, je sais bien, mais c'est ça qui est malheureux, quoi. Je n'ai pas ici une réponse toute faite. Donc, je n'ai pas une solution qui permet de dire oui, je vais réfléchir et je reviens vers vous dans 15 jours. C'est pas mon style. Il faut être lucide. Il y a un véritable problème d'inclusion de la personne handicapée. Outre le problème du travail, on est dans une logique de plus en plus de grande rentabilité dans le monde économique. Et donc, le monde économique dit, ah oui, mais une personne handicapée, est-ce qu'elle sera aussi productive que quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, il y a les 3% aussi qui sont obligatoires. Les 3%, par exemple, pour les services publics, quand on voit par exemple certains services publics, ils ont 0,x% d'engagement. Normalement, oui. Voilà. Là, il y a tout un travail, je pense, aussi exact. autour de donc, ça. Nous allons imposer progressivement, dans toutes les entreprises, des plans de diversité. Dans les plans de diversité, ça vise aussi le handicap. Pas uniquement l'origine, la langue, la couleur de peau. C'est aussi le handicap. Donc effectivement, un certain nombre d'entreprises n'ont pas... Mais je vous dirais aussi, il y a encore défendant, c'est que, bon, par exemple, je suis responsable d'une commune, moi j'ai les 3%, mais en réalité, c'est assez paradoxal, il y a des personnes handicapées qui refusent d'être reconnues comme handicapées. Je vais vous donner un exemple, parce que à la limite, c'est contre-productif pour lui. S'il va travailler... je peux le dire sans problème, mon chauffeur est le plus vieux muco de Belgique, il a un mucoviscidose, vous imaginez que ce n'est pas évident à vivre, eh bien il a refusé d'être même mieux, on lui conseillait même de jamais se marier parce que sinon il perdait des avantages. Et donc lui, il n'a pas voulu, il a passé outre. Et donc je l'ai engagé, mais il n'est pas repris comme handicapé. Or, il est sérieusement handicapé, et puis sa durée de vie est très compromise. Et voilà. Il y a d'autres handicaps aussi qui ne sont pas reconnus... je dirais, et qui fait que les pouvoirs publics, je crois qu'un certain nombre de pouvoirs publics engagent et ont leur quota, mais insuffisamment sans doute. Donc la voie passera vers un contrôle des plans de diversité, de respect de ceux-ci. Mais les plans de diversité, on a mis en place en juillet de l'année précédente le Conseil national, le Conseil de la diversité à Bruxelles, et il va devoir travailler sur ces plans de diversité, inciter les entreprises à veiller à ce que dans le personnel, il y ait des représentants de personnel qui soient issus de la diversité dans le sens le plus global du terme. Et donc, ça n'est pas une réponse directe à votre problème, mais encore une fois, deux exemples que j'ai donnés, donner du travail à des ateliers adaptés, c'est leur permettre de pouvoir engager des personnes qui ont un handicap, puisque ça c'est leur mission. De généraliser les plans de diversité, c'est faire pression pour que dans les administrations, on engage davantage de personnes porteurs d'un handicap. Merci. Sana. Bonjour Monsieur le Ministre, je m'appelle Sana, je suis ici à la SBL depuis 2012.
Alors, en arrivant ici, j'ai pris la décision de passer mon jury central pour obtenir mon CESS secondaire que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, voilà, on m'a accompagnée pour passer les épreuves, pour retranscrire les cours en braille, pour réviser. J'ai passé le jury, je l'ai réussi. Merci. Alors ensuite, j'ai pour ambition de faire des études en traduction-interprétation. Mais avant ça, je souhaiterais commencer une formation donc, en langue pour me perfectionner et avoir plus de confiance pour me lancer dans des études supérieures. Et alors, le problème, c'est que quand je vais me présenter dans différentes écoles pour m'inscrire à ces formations, le fait que je sois non-voyante, c'est tout de suite pas mal perçu, mais ça met tout de suite un frein. Ils sont tout de suite très réticents. On me met beaucoup de barrières et on ne me facilite pas trop les choses pour m'inscrire et poursuivre des cours de langue avec toutes les personnes qui sont dans cette classe. J'irai même plus loin parce que moi je me suis occupée de Sana et elle est vraiment pas la seule. On est vraiment pas mal à être dans cette situation. Les directions ne prennent pas leurs responsabilités. Je peux comprendre qu'ils disent voilà, on n'est pas outillé pour les tests de niveau, on n'est pas compétent pour leur apporter tout ce qui est outils adaptés, donc que ce soit pour les supports braille ou en grand caractère. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment, en tant que ici responsable du Troisième Œil, c'est quand je fais les démarches avec eux, on nous ferme vraiment la porte, quoi. Et là, je pense que c'est inacceptable. Et donc, c'est pour ça, depuis de nombreuses années, on a mis en place justement ces formations en langue. On a commencé par le néerlandais et puis on a suivi avec l'anglais. Mais moi, je trouve ça inacceptable. Voilà, je ne sais pas le dire autrement. Je partage. Voilà. Normalement, ça n'est même pas... c'est condamnable. Je veux dire, sauf à ce qu'ils aient la preuve de manière objective qu'ils ne peuvent pas intégrer une personne handicapée, ils ne peuvent pas la refuser, la personne handicapée. Et je voudrais aussi ajouter que par rapport au fait qu'ils n'auraient pas les outils pour nous, ça, c'est pas du tout un problème parce que moi, j'ai tout le matériel nécessaire, tout est adapté, je me débrouille très bien et je peux suivre les cours comme n'importe quelle autre personne à partir du moment où on me donne l'occasion de le faire. Et vous avez essuyé officiellement un refus dans une école ? J'ai pas officiellement eu un refus, mais j'ai vraiment eu une attitude qui m'a refroidi et qui m'a carrément démotivée à persister. Il faut persister, il faut passer outre, il faut forcer à un moment donné. Je dirais qu'il faut le faire parce que quand vous aurez forcé cela, ça ouvrira la porte pour d'autres après vous qui ont le même handicap. Donc il faut à un moment donné forcer. Je sais que c'est parfois difficile, mais il faut le faire parce que accepter ne fera pas avancer les choses. Donc. Bien sûr, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que je trouve ça quand même grave Bien sûr. Dans un pays comme celui-ci, dans une ville comme celle-ci, d'être... voilà. Ici, et c'est toujours pareil, dans quoi que ce soit, on doit toujours se justifier, on doit toujours expliquer, alors qu'on a une intelligence tout à fait normale, c'est juste nos yeux qui ne fonctionnent pas, et pour ça, on doit être pénalisé, voilà. Mais vous avez... oui, je sais bien. C'est un combat et je comprends que pour des personnes handicapées, c'est un combat encore beaucoup plus important. Mais enfin, vous avez la volonté. Manifestement, vous avez l'intelligence, vous avez l'ambition, vous allez y arriver. Et moi, je suis convaincu que vous allez y arriver. Et si à un moment donné, il y a un refus officiel, il faut le relayer, il faut faire pression, il faut utiliser tous les créneaux. Mais ils sont très intelligents, hein, monsieur le ministre. Ils ne vont pas vous donner un refus officiel. Parce que Sana dit les choses honnêtement. C'est vrai, elle n'a pas eu de refus officiel, mais c'est tout comme. Donc, on les envoie vraiment dans des voies de garage. Par exemple, on demande un papier. Nous, on a besoin de ce papier pour avoir des aides supplémentaires. Parce que, voilà, pour ça... Par exemple, je vais donner un exemple concret. Oui. Donc, j'avais besoin de la preuve d'inscription pour pouvoir bénéficier des trajets donc que la COCOF intervienne dans mes trajets pour que je sois accompagnée à l'aller et au retour. J'avais besoin de ce papier d'inscription
avant un certain délai, on a refusé de me le donner. Ils ont fait traîner les choses pendant des mois et des mois. C'est une manière de les décourager. Parce que moi, il faut que mon inscription, que mon début de cours, que quand je commence les cours, j'ai mes trajets qui soient... Bien sûr. Voilà, sinon ça ne sert à rien. Comment je fais pour y aller si... Mais bien sûr. Donc, et ça, c'était le problème à ce moment-là. Et vraiment, c'était de la mauvaise volonté. Clairement, de la mauvaise volonté. Je ne vois pas d'autre explication. C'est de quelle école vous parlez? Il y en a plusieurs. Hein. Ouais. La sienne, c'est une école de promotion sociale. Je ne sais plus le nom. La journée? De journée ou... Oui, de jour. Voilà, mais c'est vrai que clairement, ils ne vous donnent pas allez, je veux dire, sur preuve papier. Ici, je ne vois pas vraiment quel est leur problème, parce que vous suivez des cours de langue. En principe, de plus en plus, tout ça se fait de manière audiovisuelle. On entend, vous répétez. C'est du... Bon, s'il faut travailler sur des manuels et qui n'ont pas les manuels en braille, ça peut être un problème. Ça, c'est possible. Oui, mais nous, on était prêts à vraiment travailler en collaboration, tout à fait, pour qu'elle puisse avoir tous les outils nécessaires. Mais... Voilà, donc on est en étroite collaboration avec la communauté française pour la préparation du jury. Et d'ailleurs, on a une nouvelle qui tombe. Maintenant, la 3e épreuve, tout ce qui est épreuve d'informatique, va avoir lieu maintenant ici au sein de la SBL. Voilà, donc c'est pour vous dire, la persévérance, elle y est. Enfin, je dis on parce que je suis concernée aussi, donc je suis passée par des formations de langue aussi de manière ordinaire. Et c'est vrai que voilà, vous n'avez pas votre place. Aussi, il y a aussi un autre point, c'est que c'est vrai que quand on est dans des classes avec 25, 30, c'est pas évident non plus de suivre, même si beaucoup se fait de manière audio. Voilà. Donc, mais ici, vraiment, elle regroupe une problématique qui est vraiment assez importante. Je vous remercie de ce témoignage. Si vous attendiez évidemment à ce que je trouve une solution, non, c'est pas possible. C'est d'abord parce que on est au chemin avec beaucoup de compétences, l'enseignement, la personne handicapée, l'emploi, la formation qui est plus directement de ma compétence, mais j'ai envie de dire, s'il y a un problème, moi, je serai le relais, j'interviendrai, et s'il y a un problème, en tout cas directement dans les organismes qui dépendent de ma tutelle, comme Actiris ou Bruxelles Formation, alors ça sera mon rôle et ma responsabilité directe. Alors, bonjour Monsieur le Ministre, alors je m'appelle Louise, et je suis encore aux études, en section préscolaire à la HEB, et je suis en dernière année, et je suis aussi malvoyante. Et maintenant, c'est la fin de l'année et je dois normalement recevoir mon diplôme. Sauf qu'ils ont décidé de ne pas me le donner, dû à mon problème de vue. En fin de cursus, on a décidé de ne pas me donner mon diplôme. Alors que vous avez passé les examens? J'ai passé tous mes examens. J'ai eu exactement toutes les mêmes conditions que les autres élèves. J'ai fait la même chose que tous les autres élèves. Et cette année, on a décidé de me bloquer. Je vous assure, Monsieur le Ministre. Non, mais je vous crois. Voilà, c'est vraiment pas ici, c'est pas des cas. À part pour Madame Lamtouni, c'est vrai là, c'est assez bizarre parce que franchement, quand on est reconnu. Même qu'à 66%, on n'a pas à rendre, comme vous le disiez. Absolument. Voilà. Mais ici, c'est vraiment pas... moi, j'ai eu des étudiants... parce que voilà, on est quand même avec Geneviève Deloire, qui est coordinatrice du service. Voilà, on a d'ailleurs deux étudiantes avec qui on ne sait pas où ça va nous mener. Ici, Louise, on ne veut pas la diplômer et on lui annonce ça en dernière année. La HEB, la Haute École de Bruxelles, à l'avenue de Frey. Maintenant, je vous explique... C'est des écoles supérieures, ça? Oui. Pour Régenda ou pour... Pour préscolaire, donc maternelle, pour primaire, pour éducateur spécialisé et prof de secondaire. Et orthopédagogie. Et vous avez réussi et ils ne vous donnent pas le titre? Oui. Ils veulent... En fait, ce qui se passe, c'est qu'on... Ils doivent justifier. Il y a une obligation de... Il y a une loi qui oblige à ce que toutes les décisions administratives, soient motivées. Et par rapport à une décision administrative, vous avez le droit d'aller au Conseil d'État pour contester la décision parce que la motivation n'est pas pertinente. Donc, c'est la loi. Donc, dans ce cas-ci, il faut leur demander officiellement, par écrit, la raison pour laquelle ils ne veulent pas vous délivrer.
Et puis, ils vont devoir vous répondre ça. Et puis, sur base de cela, ça sera leur décision. Il faut aller au Conseil d'État. Je peux difficilement porter un jugement comme ça au vol, mais tout acte administratif doit être motivé et tout acte administratif est susceptible d'être attaqué au Conseil d'État. Moi, je ne sais pas sur quelle base. Hein, Non, mais le souci, c'est que pas tous, heureusement, mais pas mal d'enseignants ne sont pas sensibilisés au monde du handicap. Et ils ont des idées vraiment arrêtées. Et donc, ils prennent Louise comme une personne dangereuse. Ils considèrent que je suis pas apte à pouvoir... exercer la profession plus tard. À exercer la profession. Maintenant, il y a plein de choses qui vont... se mettre en place pour les autres années. Mais elle a droit à son diplôme pour pouvoir se réorienter ou compléter son cursus. Bien entendu. Et évidemment, on est quand même tous conscients que les directions d'école ne vont pas l'engager pour suivre une classe de 25 petits bouts, par exemple. Ça, on en est bien conscient, mais la bloquer comme ça en dernière année... Surtout qu'en fait, ils sont prévenus dès la première. L'année n'est pas terminée. Non, mais en fait, ils vous interdisent de passer l'examen, alors? Non, ils m'ont bloqué sur en fait, à la HEB, si on peut passer notre année, si on réussit nos stages. Oui. Et ils m'ont mis en échec à mes stages pour me bloquer. Voilà. Mais pas pour ton travail, c'est pour non, c'est pas pour mon problème. On me l'a clairement dit qu'au niveau pédagogique, il n'y avait rien, mais que c'était un problème de sécurité. Donc, ils vous ont mis en échec au stage pratique. Voilà, c'est ça. Alors que tu n'as eu aucun incident? Non, j'ai eu aucun incident. Et tu as fait ça dans l'enseignement spécialisé? J'ai fait ça dans l'enseignement spécialisé. Je suis passée en 3e en ayant fait, dans mes 2 premières années, des stages dans des écoles ordinaires, donc dans des classes tout à fait dites normales. Et c'est cette année que j'ai décidé de plus m'orienter et plus me spécialiser. Maintenant, ils considèrent qu'il y a un problème de sécurité, alors que ma vue est la même depuis ma première, et qu'ils sont au courant depuis ma première et ils ne me l'ont pas dit. S'ils me l'avaient dit dès ma première, je me serais réorientée tout de suite pour éviter toutes ces... Et le comble, c'est qu'au sein de cette haute école, il y a M. Gonda, André Gonda, qui est enseignant non-voyant dans le secteur orthopédagogie, c'est ça? Oui. Voilà. Donc il y a là un paradoxe. Oui. Et ils nous enseignent une pédagogie justement active, la discrimination positive, l'insertion des élèves et tout ça. Et ils ne respectent pas la pédagogie dans leur propre établissement. Donc voilà, mais maintenant vous m'avez répondu de ce que je devais faire. Mais... Donc je vois ce qu'ils vont vous écrire. Ils vont dire que, désolé madame, vous n'avez pas réussi votre cycle de fin d'année, vous avez échoué aux examens pratiques, mais là aussi, vous avez des rapports de stage. Quand même. Oui, j'ai tout photocopié. Et les rapports de stage sont positifs? Oui. Venant des directions, des écoles où vous avez été? À mon avis, ce sont des décisions qui sont tout à fait attaquables devant le Conseil d'État. Okay. Et vous allez pouvoir... Là, il n'y a pas de raison de vous refuser. Après ça, l'inclusion sur la vie professionnelle, ça, c'est autre chose. Mais oui, mais ça, ce que je fais après, cela me concerne. Ça ne concerne pas cette école. J'entends bien. Mais bon, sans mon diplôme d'institutrice préscolaire, je ne sais pas avancer. Bien sûr. Ou bien je recommence un cursus alors. Non, début, bien entendu. Oui. Ça, honnêtement, il n'est pas question. Donc... Ok. Donc voilà, mais un tout grand merci, monsieur, en tout cas. Bonjour, monsieur le ministre. Donc voilà, je travaille à la Web Radio depuis 4 ans. Et mon but avec les malvoyants, c'est de construire des reportages pour la Web Radio. Donc on fait ça le vendredi après-midi. Et on sort régulièrement pour aller dans les endroits qu'ils s'interdiraient d'aller a priori. Voilà. Donc c'est l'essentiel du travail qu'on fait. C'est aussi un moyen de faire réfléchir le monde des voyants aux difficultés des malvoyants. Et voilà, pour vous le dire, je trouve qu'ils ont très bien fait leur émission. Donc je suis fier d'eux. Oui, mais moi je dis aussi chapeau parce que je trouve que
Vous avez énormément de courage dans la difficulté, il faut le dire. Il ne faut pas avoir un discours larmoyant sur le handicap. Ce n'est pas facile à vivre, mais vous le faites avec courage et avec détermination. Et tout ce que vous me dites ici, c'est des difficultés encore supplémentaires. Ça fait réfléchir ceux qui se plaignent parfois dans la situation dans laquelle ils vivent, alors qu'en réalité, ils ont quasi tout. Et donc, vous êtes un bel exemple. Bravo, merci. Voilà. Et si je dois juste rajouter une toute petite chose, je pense que l'intérêt aussi de l'émission, c'est que des gens comme vous, des politiques, soient un peu sensibilisés aux différentes problématiques et que les choses bougent un peu au niveau du handicap. Je ne me promets pas la lune, mais je crois que les choses doivent changer, même si on est dans un monde qui, hélas, devient de plus en plus individualiste. Et qui fait que quand on est individualiste, on regarde son nombril et on fantasme à partir de ses propres problèmes, alors qu'un regard vers les autres, un peu plus de solidarité, ça ferait quand même pas de mal. Mais c'est vrai aussi que depuis quelques années, on n'a pas le sentiment que notre société évolue dans ce sens de plus d'écoute et de plus d'ouverture aux autres. Mais bon, voilà, c'est un combat. Vous devez le mener. Et moi, j'en prends aussi ma part. Voilà. Merci en tout cas de cette... Merci à vous. Merci à vous. Voilà, ainsi nous clôturons l'émission. Merci à tous pour votre participation et en particulier vous, Monsieur le Ministre, et au plaisir de vous voir une fois dans nos locaux. Prendre sa part. La part, c'est la moira en grec. La moira, c'est le destin. À chacun sa part qui vous est attribuée et que nous devons accomplir avec nous et malgré nous. Or, la politique, c'est justement refuser la fatalité et ouvrir d'autres possibles, dessiner d'autres parts, créer de l'inattendu et casser les destins. Tout n'est pas écrit, Monsieur le Ministre. Moïra, Fatoum, Mektoub, autant de mots qui ne doivent pas cacher l'absence d'action, mais vous pousser à vous mettre en mouvement. Dire tout ce que vous n'avez pas pu dire tout ce que vous n'avez pas osé dire au moment même, dire tout ce que vous n'avez pas su dire, être plus critique, être moins consensuel. Le consensus ne se construit pas, hélas, après une phase de confrontation critique ou de dialogue. Le consensus, c'est bien plutôt, comme dit Jacques Rancière, une forme de renoncement et de rationalité grise. Jacques Rancière dit « Consensus veut dire que les données et les solutions du problème sont telles que tout le monde doit constater qu'il n'y a rien à discuter et que les gouvernements peuvent anticiper cette constatation qui, allant de soi, n'a même plus le besoin d'être faite. » Alors voilà, cette émission comme un retour en arrière, comme une volonté de refuser le silence. Donc voilà, l'objectif de l'exercice, on a fait l'interview de Monsieur Gossuin, le ministre. On a réécouté l'émission. Et ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de réagir à nouveau sur ces réponses et de dire tout ce que vous n'avez pas pu dire, pas osé dire au moment même. Et d'une certaine manière, de faire des remarques un peu plus critiques, un peu moins consensuelles par rapport à l'émission, parce que ça peut être intéressant. Voilà, je vais commencer par la première question que je vais poser à Imen. Pourquoi pas? Non, je rigole. Donc Imen, toi tu as fait la présentation, tu n'es pas vraiment intervenu, tu n'as pas non plus présenté un cas particulier, mais si tu aurais pu présenter un cas particulier, quel exemple ou quelle difficulté tu aurais aimé partager avec le ministre? Par exemple, au jury central, Oui, les examens ne sont pas adaptés pour les personnes non et malvoyantes. Par exemple, les caractères,
des examens Et tu trouves ça juste, injuste? injustes. Et pourquoi c'est injuste? Parce qu'on a le droit de passer des examens comme tout citoyen. Ouais. Hein? Et donc, c'est pas très normal qu'il n'y ait Non. rien qui est fait Non. pour ce type de choses. C'est ça. Voilà. En fait, c'est comme Et si on... si, par exemple, le caractère n'est pas bien fait, ben, c'est obligé de passer l'examen oralement. Oui. Hein. Donc et toi, tu aimerais le passer à l'écrit, c'est ça? Mais non, par exemple, qui est au moins un matériel, ou bien, par exemple, je sais pas, qui s'apprête aux examens pour les personnes non malvoyantes. Parce que c'est Qui- comme si on rajoutait de la difficulté à C'est la ça. difficulté. C'est exactement ça. Ok. Je vais passer maintenant à Fouzia. Fouzia, tu n'étais pas là non plus, donc je pense Non. que c'est intéressant qu'on t'entende. Mhm. Et donc, j'ai bien envie de te poser la même question que celle que j'ai posée à Imen. C'est-à-dire, toi, est-ce que tu aurais aimé présenter une difficulté que tu rencontres dans la vie quotidienne par rapport à ton handicap au ministre, et plus particulièrement par rapport aux questions de l'emploi ou de la formation? Mais comment je vais dire ça? Par rapport à... J'ai pas vraiment de cas particulier à montrer, mais moi aussi, je voudrais bien trouver du boulot, mais bon, c'est pas facile, quoi. Et Et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche? c'est... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile justement de trouver un boulot? Moi, je trouve que c'est difficile parce que... Allez, j'ai pas que ce problème de vue, mais bon... j'ai aussi quelques problèmes, mais pour moi, ça sera encore plus difficile, quoi. Ouais, mais tu n'aurais pas une solution ou quelque chose pour justement... Je sais pas. Par exemple, si tu avais un travail assis et avec des dispositifs qui sont adaptés pour toi, par exemple. Ça, ouais, c'est pour... Ouais. Si tu avais la possibilité de trouver un boulot comme ça, tu aimerais bien que ce soit quoi comme genre de boulot? Moi, moi, au début, je voulais travailler avec les bébés, mais ils m'ont dit clairement que c'est pas possible, quoi. C'était dangereux, quoi. C'est comme Louise. C'est un peu comme Ouais, comme Louise. Louise. Ouais, mais moi, c'est plus avec les bébés, quoi. Je voulais faire ça. Mais ils m'ont dit À la c'est crèche, difficile. C'est rapport- c'est dangereux, quoi. Par rapport à ton problème de vue. Ouais. C'est pas ça, c'est par rapport aux d'autres problèmes, quoi. Peut-être son problème d'équilibre. Ouais, exactement. Ok, donc je vais rebondir sur ça. Je vais poser une question à Louise. Et là, comme vous avez assisté à l'émission, ce sera un peu plus précis. Bon, on a écouté les ministres. Moi, quand même, ce que j'ai ressenti dans ces réponses, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions concrètes, qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de volonté à changer les choses. Il y avait surtout le discours vous êtes courageux, continuez à vous accrocher. Donc, une sorte un peu de méthode Coué où on demande aux handicapés de continuer à se battre, que c'est pas foutu. Mais d'un autre côté, il y avait cette phrase qui revenait un peu comme un leitmotiv. Voilà, je vous promets pas la lune, je vous promets rien. On aurait pu compter aussi le nombre de mais que le ministre a dit dans l'émission. Et donc toi, Louise, par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé lui dire et que tu n'as pas pu lui dire? Oui, parce que comme vous dites, ce qu'il nous dit principalement, c'est qu'il faut rester fort, qu'il faut se battre, qu'il faut tenir bon, entre guillemets, et insister auprès des établissements, auprès de l'État et tout ça. Mais ce qu'il ne perçoit pas, je trouve, en tout cas dans ce qu'il nous a dit, c'est tout l'aspect psychologique qu'il y a et qui est hyper compliqué à gérer parce que dans la vie de tous les jours, déjà, on doit s'organiser, c'est déjà difficile dans notre vie de tous les jours. Et c'est sûr que si, en plus de ça, il faut se battre pour être compétent dans un domaine, je trouve que c'est quand même assez malheureux, quoi. Il y a les établissements nous disent pas non, mais ils nous disent gentiment qu'ils sont pas pour.
Et le problème, c'est que ce sont des démarches, si on continue à insister, ce sont déjà des démarches qui coûtent cher. Parce qu'il faut prendre des avocats, il faut vraiment construire un dossier assez solide. Et en plus de ça, au niveau psychologique, c'est hyper compliqué à gérer, quoi. Et je trouve que c'est un peu facile de nous dire, ouais, il faut rester fort, il faut tenir bon et tout ça. Mais bon, c'est aussi son rôle de changer les choses. Nous, on est pour et on fera en sorte de soutenir ce qu'il propose, mais il faut qu'il propose quelque chose. Ce que tu dis, c'est qu'il faut une vraie volonté politique. Il faut une volonté politique pour que par la suite, les citoyens poussent aussi la chose. Je pense que tout seul, c'est difficile de prendre... de changer les choses. Mais c'est pas aux citoyens de commencer par vouloir changer les choses. Évidemment que tous les gens qui sont dans cette ASBL veulent que les choses changent. Les personnes qui sont à la Ligue Braille voudront la même chose aussi. Ceux qui sont à l'ONA voudront la même chose aussi. Il y a plein de gens qui sont pour qu'on crée des emplois qui soient adaptés, comme au Canada, comme Ludovic l'a dit très bien dans l'interview. Je trouve que si un pays a quand même réussi à faire de l'insertion avec des personnes ayant une déficience, je pense que nous sommes tout à fait capables de pouvoir le faire. Maintenant, il faut que les politiciens aussi se bougent un peu, quoi. Parce que c'est bien gentil de nous dire, oui, je vous promets pas la lune, je sais pas. Ouais, mais il faut qu'il y ait mais quelque bon, chose derrière aussi. Que ça bouge, quoi. Il faut qu'il agisse. Et en fonction, même si c'est un tout petit truc, nous, on pourra pousser aussi derrière. Parce qu'il ne sera pas tout seul, ça c'est évident. Comme il a dit, on est 101 000, c'est ça 101 000 120 000 en recherche d'emploi. 101 000 120 000 à Bruxelles. En ayant des déficiences. Non, les handicapés. Ok. Donc, il n'est pas tout seul. Il le sait, il sait les chiffres. Donc, maintenant, il faut bouger, quoi. Voilà. Ok, et tu penses que ce qu'il faut changer, c'est faire respecter davantage la loi, plus de volonté et d'action à ce niveau-là, ou plutôt en termes de sensibilisation des gens aux problématiques du handicap? Je pense que sans sensibilisation, on ne peut pas avoir quelque chose. Parce que ce sont des fois des handicaps qui ne se perçoivent pas. Et donc, c'est difficile d'en prendre conscience si on n'est pas un minimum informé. Maintenant, par la suite, je trouve que c'est quand même... Il y a des emplois de bureau, il y a plein d'emplois. Ok, peut-être pas s'occuper d'enfants ou de personnes aussi ayant un handicap, je pense que c'est difficile, mais on a des centaines et des centaines de boulots différents. Je pense qu'il y a un moment où si on se met un peu tous ensemble et qu'on arrive à trouver ne fût-ce que quelques emplois par entreprise ou par métier, je pense que déjà ça aiderait déjà un bon paquet de personnes, quoi. Si on adaptait, quoi. Je vais poser aussi une question à Ludovic, qui cherche du travail, qui a eu des difficultés pour trouver du boulot, qui a fait aussi du travail, notamment tu as fait des ateliers adaptés, travail adapté. Il m'a semblé quand même que tu avais un assez mauvais souvenir de ce type de proposition et de formule. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Parce que moi je voulais travailler, moi je voulais travailler parce que moi je voulais me battre contre l'handicap, c'est-à-dire d'avoir du travail. Je voulais un peu bouger, quoi, parce que rester à la maison, s'ennuyer, c'était pas bon. Donc moi je me suis dit, bon, il vaut mieux aller travailler, voir les gens, voir du monde, et avoir plus de contacts. Et pourquoi ça t'a pas plu alors, le travail adapté ? Parce que ça m'a pas plu, parce que ils mettaient tout le temps de côté, en fait. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'ils avaient pas tout le temps ils voulaient pas adapter le travail en fonction de mon handicap. Donc en fonction de ma vue, quoi. D'accord. Et donc tu as fait quoi concrètement ? Je faisais que des choses faciles, donc ça veut dire mettre les étiquettes dans les documents, enfin. Ouais, Louise ? Pour rebondir sur ce que Ludovic dit, c'en est bien la preuve. Le problème, c'est que les choses, quand elles sont adaptées, on nous prend pour des débiles. Ouais. Alors que c'est généralement un problème qui touche essentiellement que le sens de la vue. Et donc, parce qu'on ne voit pas, ou parce qu'on est malentendant ou autre, on nous prend vraiment pour des débiles, quoi.
Enfin, et c'est ça qui me rend dingue, parce que je comprends pas comment une société qui est aussi dite ouverte et on accepte tout le monde, vive la différence, et il y a personne qui la respecte, cette philosophie ou cette façon de penser. Donc, il y a un souci dans ce qu'ils disent et les actes qu'ils font. Je suis désolée, Ludovic est tout à fait capable de faire autre chose que de coller des étiquettes, quoi. C'est ça. Et en plus, coller une étiquette, je suis désolée, mais enfin... Ok, coller une étiquette avec un problème de vue, c'est un peu paradoxal, quoi. Ouais. Enfin, C'est paradoxal et ça m'amène à une autre question qui m'intéressait, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression à vous entendre qu'il y a une logique économique qui est ce qu'elle est, avec il faut produire, il faut de la croissance, il faut toujours faire de l'argent, et que cette logique économique oublie quand même l'une des choses qui est quand même importante dans la société, c'est créer du lien social, rencontrer des gens différents, créer de l'hétérogénéité, créer autre chose que toujours le même. Et dans ce que vous dites, j'ai l'impression on vous parque un peu dans des parcs pour handicapés et qu'il n'y a pas de rencontre. Et ça, c'est dommage parce que vous pourriez être une richesse, un autre regard, même si c'est un peu bizarre de dire ça, dans le monde économique, une autre façon de faire, un autre rythme, et que vous auriez votre place là-dedans. je trouve que justement, la différence qu'on a peut apporter presque encore plus que quelqu'un de voyant, parce qu'on voit les choses, enfin, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, on voit les choses totalement différemment. Tu peux donner un exemple et après on laissera la parole à Imen parce que je pense qu'elle voulait intervenir. Je sais pas, on a un contact, enfin, on a des sens, les sens sont beaucoup plus développés et on est capable de faire un métier tout à fait ordinaire, enfin. Oui. Et justement, le fait d'être avec quelqu'un qui est voyant et une personne malvoyante ou non-voyante, ça permet aussi d'avoir un échange et une ouverture d'esprit qui est parfois... qui n'existe pas, parce que tout le monde fait la même chose. Voilà, on peut leur apprendre des astuces qu'eux ne connaissent pas. Il y a peut-être des techniques que chacun en a et on peut s'entraider. Il peut y avoir une évolution et chez le voyant et chez le malvoyant ou non-voyant. C'est un échange, en fait. Multiplier les points de vue aussi. Voilà, c'est ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez dire et que vous auriez pas encore dit au ministre, même s'il n'est plus là? Ludovic? Moi, je dirais que les personnes, malgré qu'ils ont un handicap, c'est pas qu'ils savent rien faire. Donc, qui ne savent, enfin, qui peuvent avoir du travail, qui peuvent être comme tout le monde, comme un voyant. Donc, ils peuvent même avoir un logement, même avoir il peut avoir des choses comme tout le monde. Ok. Redouane? Oui. Tu aimerais dire quelque chose au ministre, même si tu n'étais pas là? Désolé. Oh, oui. Il est juste là pour parler, mais il fout rien. Ok, merci, c'est direct. Merci. Louise? Non, je trouve que c'est quand même très bien qu'il soit venu quand même, nous voir et un peu se rendre compte des choses avec la sensibilisation qu'il a faite ou des choses comme ça. Je trouve que c'est quand même intéressant qu'il soit venu sur le terrain. Maintenant, ce serait bien d'avoir des réponses un peu plus concrètes par rapport aux questions qu'on lui a posées. Et aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et voilà. Je pense qu'il est temps que ça bouge un petit peu. Et en grande partie, ça doit se faire avec lui. Donc, il faut que ça s'active un petit peu, je pense. Merci. Fouzia, un dernier mot? Moi, je crois qu'on ne voit pas... que les gens ne voient pas que nous, on ne sait rien faire que d'autres, à part coller les étiquettes, qu'on sait faire d'autres choses que faire ça, quoi. Merci. Et Imen, mot de la fin? Inch'Allah. Mais Louise, en fait, elle a dit ce que je voulais dire. Tu peux le redire, c'est pas grave. Voilà, en fait, le ministre, il est venu, il a vu c'était quoi le monde des non-voyants et malvoyants. Il a pu sensibiliser et voir le matériel qu'on utilise, voilà, qu'on fait des activités. C'est pas parce qu'on est des personnes non malvoyantes qu'on reste chez nous. Quoi, on voit d'autres gens, vous n'êtes partage. Vous n'êtes pas que des poids pour la société. C'est ça. Oui, Louise. Et il a vu aussi tous les dispositifs qui étaient mis en place et tout ce qui était possible de faire. Et donc, tout est transportable, tout est adaptable. Donc,
je pense que C'est pas maintenant si- qu'il a vu ça, ça peut aussi J'espère qu'il va bouger. le convaincre. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Jacques Rancière, à la fin de son ouvrage Les temps consensuels, dit « La politique est la manière de s'occuper des affaires humaines qui se fondent sur la présupposition folle que n'importe qui est aussi intelligent que n'importe qui et qu'il y a toujours autre chose à faire que celle qui est faite. »